RMC, After Paris. Thibaut Giangrande. Salut mes Parisiens, comment ça va à une semaine? On est là. Soyez les bienvenus, c'est l'After Paris, le podcast qui débat de l'actu du PSG toutes les semaines, toujours dispo sur les plateformes audio habituelles, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, on est partout. Et bien sûr en vidéo depuis quelques semaines sur la chaîne de l'After, @after-foot, ou bien évidemment sur l'After Foot Télé. L'équipe du jour, le plus ultra de nos journalistes RMC est là, Nicolas Ledru. Salut Nico. Ça me fait extrêmement plaisir. Bonjour Thibaut, bonjour tout le monde. Voilà, on est là, on a une semaine, on tient plus en fait. Sache que c'est pas un compliment ou une Ouais, insulte, c'est vrai. c'est un fait. C'est un fait. J'ai énoncé un constat. T'as jamais regardé de match avec moi à la rédaction, ceci dit? Non, je crois pas. Un ultra tout court, auditeur de l'After, Franck Dossou est là. Salut Franck, comment Salut ça va? Thibaut, ça va et toi? Pleine forme, merci d'être là. Et Merci un invité cette semaine, le boss de Canal Supporter qui poursuit son expansion. Jonathan Ben Sadoun est là. Salut Jonathan. Salut Thibaut, salut tout le monde. Tout roule. Bah tout roule, ça va. Il y a pire en ce moment, on va dire. Hein. Ouais, c'est pas mal, ouais. Au moins pendant 8-10 jours, tout roule. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais, après, on verra. Tout va bien. Première, ouais. À une semaine, les gars, de la finale de la Ligue des Champions. Évaluation de la saison, qui est le taulier de la saison parisienne. La révélation, le Casper, le boulet. Aujourd'hui, l'After Paris va trancher en attendant cette grande finale contre l'Inter. On en parlera d'ailleurs en détail la semaine prochaine. On vous prépare un gros After Paris la semaine prochaine sur cette finale. Et on compte sur toi aussi. N'hésite pas en podcast à venir commenter sous cette vidéo ou dans les commentaires, à donner ton avis sur ce qui va être débattu maintenant. Et j'aimerais, messieurs, évidemment qu'on commence par le number one, le taulier. L'homme sans qui, à votre avis, peut-être Paris ne serait pas en finale de Ligue des Champions. Quel est le taulier du Paris Saint-Germain cette saison? Qui se lance? Je vois Nico qui frétille. Vas-y. Vas-y. Après, je pense on va pas être, ça va pas être très original, hein, mais je pense qu'on aura quasiment tous le même. Forcément, pour moi, le taulier, c'est Ousmane Dembélé. Pour moi, c'est l'homme qui représente cette deuxième partie de saison réussie du PSG. C'est un homme, je pense que c'est l'homme capital de Luis Enrique. Je pense que c'est le premier qui coche sur la feuille de match. Bon, pas en ce moment parce que justement, il est tellement important qu'il le fait beaucoup souffler. Mais voilà, par ses buts, par son pressing, c'est la pièce maîtresse de Luis Enrique sur cette deuxième partie de saison. Voilà, j'ai juste noté 47 matchs, 33 buts, 13 passes D. Enfin, ça montre à quel point c'est le symbole de ce PSG et de cette deuxième partie de saison. Donc pour moi, c'est vrai que quand tu le vois en plus marquer des buts capitaux contre Stuttgart, contre City, parce qu'on parle beaucoup de Barcola qui décale, qui lui donne le ballon et qui marque ce fameux but, mais c'est lui qui le met quand même. Bravo Barcola, mais bravo aussi Ousmane. Et puis forcément ces buts à Liverpool et face à Arsenal, c'est difficile de ne pas le mettre taulier de cette saison. C'est difficile, mais c'est possible. Ouais. J'en ai un autre, mais les gars, vous êtes comment? Moi, je suis un peu d'accord avec Nico, mais je pense qu'il faut un peu, on va changer. Je dirais Donnarumma, parce que je pense qu'on juge le Paris Saint-Germain sur les performances en Ligue des Champions et sur les matchs à élimination directe. Il a été totalement présent, Donnarumma, même si les 6 premiers mois il n'a pas été bon, mais là depuis quelques mois il est super bon. Donc moi je le mettrais en taulier. Match à Liverpool, il arrête la séance de tir au but, il est excellent. Aston Villa, le retour. Arsenal, je repense encore à son arrêt face à Odegaard, je sais pas comment il fait. Franchement, il est bon. Et même ça, depuis, on va dire, même sa blessure avec Singo, là, où il a la balafre. Le balafré, maintenant, je l'appelle. Mais ouais, mais il y a une vraie théorie, c'est que depuis. Il a plus peur. Ouais, c'est ça. Il a plus peur, même si sur certaines sorties, il nous fait un peu peur. Mais bon, on va pas se mentir, sur la deuxième partie de saison, moi, je mettrais Donnarumma. Ok. Jonathan, est-ce que t'en as un troisième? T'es d'accord avec l'un des deux? Moi, je suis d'accord avec pour Ousmane Dembélé, évidemment. Donnarumma, bien sûr, il a été le facteur X sûrement de cette deuxième partie de saison. Voilà. Mais... Et dans une saison où il y a quand même exactement champion, il y a beaucoup de grands joueurs, mais voilà, on essaye de délire aujourd'hui celui qui. Et puis c'est pas un hasard si en fait quand on choisit nos deux joueurs, ce sont les deux joueurs qui sont dans les plus importants dans les deux surfaces, défensive et offensive. C'est-à-dire que d'un côté et de toute façon pour aller loin en Ligue des Champions, tu es obligé d'avoir un grand gardien et un grand joueur qui met les buts et qui sont importants. On se rappelle le Real Madrid avec Thibaut Courtois et Karim Benzema, même Liverpool, une année, ils gagnent pas les Champions parce qu'ils ont Karius et ils ont et Mohamed Salah qui se blesse pendant la finale. L'année d'après, Salah est là et tu as Alisson dans les buts, ils gagnent la Ligue des Champions. C'est pas un hasard. Donc quand tu as un grand gardien et un grand buteur et un grand joueur comme Ousmane Dembélé qui est potentiel Ballon d'Or aujourd'hui si Paris va au bon en Ligue des Champions, d'un coup ça facilite les choses et c'est pour ça que tu es en finale de la Ligue des Champions et que tu es bien. Donc moi bien sûr je mets en taulier Ousmane Dembélé
Dembélé, parce qu'au-delà de ses buts, il y a aussi sa passe décisive contre Arsenal, ses 2 passes décisives contre Aston Villa. Il est décisif à quasiment tous les matchs, mais on oublie même les matchs contre Brest. Alors ça n'est que Brest, mais il est quand même décisif. Stuttgart, tu as parlé tout à l'heure, c'est un triplé dans un match qui est hyper important. Un peu moins ces dernières semaines quand même. Bien sûr. Après, je pense que mais contre Arsenal, il marque un but et il fait une passe décisive au retour. En fait, quoi qu'il arrive, il est toujours décisif dans les gros matchs. Oui, mais c'est ce que tu retiens à la fin et dans les gros matchs. Donc voilà. Mais si on peut mettre un troisième quand même, parce qu'on parle de taulier de joueurs, mais quand même celui que si on prend une photo, celui qui est au premier rang pour moi, c'est Luis Enrique. Ah non. Voilà, désolé. Vas-y. Non, mais disons que le taulier, c'est Luis Enrique. Parce que, en fait, quand tu prends la photo de la saison, au premier rang qui tu mets, c'est Luis Enrique. C'est l'équipe de Luis Enrique, c'est Luis Enrique. Et donc, pour moi, c'est le taulier XXL de la saison, quoi. Les paillettes, on veut du joueur clinquant, du joueur qui brille devant, du joueur qui brille derrière. C'est-à-dire Fabien Ruiz. Et on oublie trop vite Achraf Hakimi. Oui. Parce que vous me parlez beaucoup, et vous l'avez dit quasiment tous, la deuxième partie de saison de Dembélé, la deuxième partie de saison de Donnarumma, mais sans la première partie de saison d'Achraf Hakimi, qui a été le meilleur parisien sur la première partie de saison, et qui, je trouve, a gardé un niveau quand même élevé. Alors les autres se sont élevés à côté, donc c'était un peu moins visible, mais je trouve que sur l'ensemble de la saison, ça a été le plus constant finalement à Paris, et je me dis que sans le Hakimi de première partie de saison, il n'y a peut-être pas Donnarumma et Dembélé dans la deuxième partie de saison. Et qu'est-ce qu'il a enchaîné en plus? Et en plus, c'est le deuxième joueur qui a le plus de temps de jeu de tout l'effectif parisien. Il n'a pas de doublure, donc... Taulier. Ça peut se comprendre. Qui marque un but important contre le PSV aussi, en Ligue des Champions. Oui, déterminant. Et contre Aston Villa aussi. Donc on est parti de forcément Dembélé. Arsenal, on est parti 4 noms finalement. Ouais, c'est vrai, je pensais pas. Mais... Arsenal aussi. Arsenal, il marque. On a oublié, mais Arsenal, il marque le deuxième but. Oui. Donc en fait, c'est tout à fait logique, Thibaut. En fait, c'est toi qui avais répondu au début. Dites-nous dans les commentaires. On a tous raison. On a tous raison. Retourner aussi, n'hésitez pas. On va peut-être rester finalement. La révélation de cette saison, Paris Saint-Germain. Là aussi, je pense qu'il y a plusieurs noms qui peuvent ressortir du chapeau, mais pour toi, Jonathan, c'est qui la révélation de l'année? Ah bah, João Neves. Voilà, c'est ça. C'est João Neves, extraordinaire. Il est quand même milieu de terrain, 19 ans. Il est là, il arrive. Alors certes, il arrive à 60 millions d'euros, mais t'as aucune certitude. Et surtout, en fait, il y avait ce truc le fameux mythe du milieu de terrain du Paris Saint-Germain où tu disais tu n'avais toujours pas trouvé de remplaçant au trio Matuidi, Verratti, Mota. Et avec l'arrivée de João Neves et l'explosion de Vitinha qui avait déjà commencé à son dernière et la très bonne saison de Fabien Ruiz, tu l'as retrouvé, et João Neves a seulement 19 ans, la personnalité qu'il montre sur un terrain, que ce soit sur l'apport offensif, défensif, sur les pressings, même sur de la tête, il marque contre City, mais même on le voit au duel aérien, même face à Declan Rice, qui est un cheval sur un terrain, et il arrive à gagner des duels aériens. C'est incroyable, quoi. Et ce joueur, il est... c'est un vrai coup de cœur, João Neves, et je pense que ça peut vraiment devenir une légende du club. Ah oui, vraiment. Légende. Ah ouais, oui, je pense. Oui. Okay. Non, il a raison. Non, t'es pas d'accord avec ça? Si. Mais c'est sa première saison. Ouais. Donc tranquille. On y va mollo. On est au PSG, on ne pas oublier. C'est une Ligue des Champions quand même. Oui, bien sûr. Oui, voilà. Mais c'est-à-dire que toi, tu vas nous donner ton autre nom, mais là sur Neves, tu suis pas l'emballement général là sur. Si, quand même, top joueur, mais après de là à dire légende pour sa première saison. Ah non, j'ai dit c'est potentiel légende. Mais après, j'aime beaucoup le joueur. Ouais, mais t'as une autre révélation cette année. Ouais, Désiré Doué. Moi j'aime beaucoup, je fais mon mea culpa, j'espère qu'il écoute le podcast parce que je l'avais critiqué en début de saison, donc sur les 3-4 premiers mois j'avais dit qu'il n'avait pas pris conscience qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain, et depuis janvier... Il t'a peut-être entendu, c'est peut-être pour ça qu'il a pris confiance et conscience. Ouais. Et du coup depuis janvier je trouve qu'il est super bon, il est constant, il est impactant, que ça soit au milieu de terrain ou sur la ligne de 3 de devant, et là on voit depuis... le dernier mois, je pense que c'est un potentiel titulaire pour la finale. Il a pris un pas d'avance sur Bradley Barcola, qui est lui moins bon depuis peu. Et la preuve, il a été élu meilleur espoir de Ligue 1. Donc je pense que c'est totalement mérité sur sa première saison au Paris Saint-Germain. Et on verra l'année prochaine. Mais pour moi, oui, c'est une révélation. Totalement. C'est l'un des seuls enjeux d'ailleurs de la compo du 11 c'est ça. lors de la finale. Barcola, exactement. D'ailleurs, lequel tiens, petit aparté là, parce qu'on est d'accord, effectivement, sur cette compo, on est tous d'accord, il y a 10 des 11 joueurs, personne n'y touche. Oui. Oui. Et le 11e alors, Doué ou Barcola? Moi, je suis plus Doué pour le coup. Ouais. Enfin, tu veux dire sur le terrain? Non, mais je pense. Je crois que tu parlais de toi. Par exemple, là, je vais être... Non, mais je pense qu'il mettra Doué. Ok. Pareil. Mais tu vois, là, par exemple, je vais être contradictoire parce que l'Inter joue en 3-5-2 et pour jouer dans le dos de Dumfries, je pense qu'un joueur comme Barcola pourrait être intéressant par sa vitesse.
Donc voilà. Je suis assez d'accord aussi. Et c'est ce qu'on avait vu notamment sur le match retour. Contre Aston Villa. Oui, c'est ça, contre Villa, où il a préféré mettre Barcola que Désiré Doué. Mais j'ai l'impression que c'était déjà il y a 8 ans. Il y a tellement de matchs. Tellement de matchs. Ta révélation, Nico, donc on a du Neves, on a du Doué. Toi, tu te positionnes sur qui? Alors, j'ai longtemps hésité. Au début, je voulais mettre Pacho parce que je trouve qu'il fait une saison incroyable. Alors, tiens, j'ai mis Pacho. Voilà. J'ai mis Pacho. Je te laisse. Sur Pacho, le joueur le plus utilisé. Devant Donnarumma, devant, je disais tout à l'heure, Hakimi, c'est le joueur parisien qui a joué le plus de minutes cette saison. Bon, on a tous constaté, très solide. Pour sa première saison à Paris, il a raté très peu de matchs. J'ai même trouvé qu'en défense, c'était lui le taulier, quoi, en fait, à côté de Marquinhos, qu'il était passé à côté de moins de matchs, que lui était plus rassurant finalement que Marquis. Aussi, un peu comme Hakimi, en fait, je trouve. Il a été bon tout de suite sur l'ensemble de la saison, il est là. Je ne m'y attendais pas à le voir aussi haut. Personne. Ouais, c'est pour ça. Moi, vraie révélation, Pacho. Heureusement qu'il est là en plus. J'ai longuement hésité avec Pacho parce que c'est même pour aller dans le sens premier du mot. Révélation. C'est-à-dire que Neves, en soi, on avait quand même des échos de Benfica, voilà. Doué, pareil, on l'avait vu en Ligue 1. Mais en fait, Pacho, c'est un peu un nom qui est sorti du jour au lendemain. Il vient de Francfort, c'est pas trop. Et d'un coup, tu vois, c'est cette masse arrivée qui s'impose tout de suite, calme, sérénité, à peine 22-23 ans. Et vraiment, c'est dans son premier révélation. C'est pour ça que moi aussi, j'ai longuement hésité avec Pacho. Je me dis, c'était incroyable. Et tous finir dans mon sens. Non, mais Pacho aussi, finalement. Non, mais ce qui est, juste pour rebondir sur Pacho, ce qui est très étonnant, c'est qu'avant son arrivée, moi je suis beaucoup de comptes sur X qui nous parlent des data. Oui, bien sûr, oui, entre autres, mais qui nous parlent des data. Et on s'est rendu compte, il nous vendait un joueur qui était très fort sur sa capacité à casser des lignes avec la passe. Et en fait, on se rend compte que c'est pas forcément là-dessus en fait qu'il a excellé cette saison. C'est vraiment dans son apport défensif, dans le fait de coulisser, de colmater des brèches. Et donc ça, c'était très étonnant et surprenant. En tout cas, moi, ça m'a surpris cette saison pour Pacho. Révélation de l'année, Pacho. On est tous d'accord, non, pas du tout. Non, t'avais un autre joueur, toi. Moi, mais du coup, donc j'ai longtemps hésité avec Pacho, mais du coup, j'ai mis Neves parce que voilà, moi, c'est un de mes coups de cœur cette saison. Il court partout, mais dès le premier match, j'ai l'impression que moi, c'est vraiment celui qui a été le plus régulier cette saison. Je l'ai jamais vu faire un match très moyen. Et puis, il faut pas oublier qu'il a des stats. Et il a marqué quelques buts. Il a longtemps été meilleur passeur de Ligue 1. 5 buts, 9 passes D. Ouais, mine de rien. C'est pas rien pour un milieu, entre guillemets, défensif. Et donc voilà. Et puis moi, j'ai en tête ce but face à City avec cette tête-là qui m'a fait me lever et qui est peut-être un des buts les plus importants de la saison, mine de rien aussi. C'est le déclic. Le match à City, c'est le déclic. On voit, si vous êtes sur YouTube, la saison, si vous êtes sur l'After Foot TV ou la chaîne Jérôme Roten YouTube de l'After, il y a Jérôme Roten derrière. Il aurait aimé être dans ce podcast, je pense. C'est sûr. Il me l'a dit d'ailleurs. Vous voyez une photo de Campos qui prend dans ses bras João Neves. Bon, c'est vrai que le choix de Campos était dernier. Beaucoup de bons choix cette saison. On a eu un peu de mal à démarrer, ça a été un diesel à Paris. Et là, d'ailleurs, au moment où on enregistre, on est jeudi, et on apprend que Campos prolonge à Paris. Il arrivait en fin de contrat, là, le mois prochain, conseiller football du Paris Saint-Germain, jusqu'en 2030, Luis Campos. Donc là, vraiment, on est reparti pour 5 ans. Voilà, on ouvre cette parenthèse. Après, on va continuer là dans notre évaluation de la saison. Maintenant, il a mis tout le monde d'accord. Je pense, et c'est ce que je disais à Jonathan juste avant qu'on enregistre, c'est une prolongation de 5 ans. C'est comme si on signait une superstar, en fait. C'est un contrat de 5 ans. Donc, c'est vraiment, ça montre à quel point là, la direction, Luis Enrique, ont vraiment confiance en Campos, parce que signer 5 ans, ça Justement, on peut peut-être se dire que c'est peut-être un peu beaucoup aussi. Là, il fait une excellente saison et bravo à lui. Et après, il y a quelques joueurs qui ont mis du temps. C'est vrai que Vitinha, c'était lui aussi. Mais bon, tu te dis que si ça part en sucette dans 2-3 ans, il a 5 ans, quoi. Bon, après, on connaît un peu Campos dans le milieu, donc il fait du bon boulot et je pense qu'il va essayer de trouver des bons joueurs au Paris Saint-Germain pour la continuité du projet. Mais après, 5 ans, oui, ça peut paraître long, surtout pour un directeur sportif. Ouais, Jonathan. C'est logique, honnêtement. Alors, oui, c'est vrai que après la saison qui vient de... c'est ça, en fait. Ça aurait été bizarre, en fait, de ne pas prolonger. Oui, après, je suis d'accord, mais je suis d'accord sur la prolongation, mais je me dis 5 ans... c'est énorme. Je pense que tu as besoin quand même de mettre en place un vrai projet sportif et que c'est bien effectivement de pouvoir le voir à long terme. Voilà, tu as prolongé aussi Luis Campos, Luis Enrique de 2 ans, donc ça ferait 4 ans de Luis Enrique aussi. Enfin, c'est bien. Mieux vaut assurer ses arrières comme ça. J'avoue que les 2 premiers mercatos de Campos m'avaient pas vraiment convaincu et on voit qu'il n'y a pas beaucoup de succès de ces mercatos-là.
Mais son année 2024-2025, force est de constater, quand tu fais signer Neves, Pacho, on en parlait, Désiré Doué aussi, et Kvaratskhelia, voilà, c'est sans faute. N'hésitez pas à nous dire en commentaire, en bas de cette vidéo ou en audio, hein, si vous êtes en train de nous écouter, si vous comprenez les 5 ans de prolongation de Campos. On reprend notre évaluation de la saison du Paris Saint-Germain. Et là, on va arriver dans les catégories quand même un peu plus dures, on va pas se mentir, après une saison comme ça, à faire. Il y a la catégorie Casper, donc le joueur qui a été fantomatique, qui était là mais qu'on n'a pas vu de la saison. Et ensuite, il y aura la catégorie Boulet. Là, c'est vraiment le joueur qui n'a pas été bon. Boulet, on comprend assez clairement ce que ça veut dire. On va commencer par le Casper. Quel est votre joueur qui était là, qui a joué cette saison, mais que vous n'avez pas vu finalement? Nico? Moi, étonnamment... personne ne veut se mouiller. Non, mais j'ai longtemps hésité. Il m'a fait une passe. Et je voulais parler de... Parce que je pense que personne ne va en parler, c'est Madness Safonov. Deuxième gardien du PSG, mine de rien, Luis Campos est allé le chercher pour 20 millions d'euros cet été. On n'oublie pas ses déclarations qu'il a eues en arrivant. C'est normal, c'est un compétiteur, mais il avait dit qu'il voulait être numéro 1, déloger Donnarumma, etc. Et au final, il a eu une titularisation en Ligue des Champions à Munich, et on s'est tous dit ce soir-là, oh là là, qu'est-ce qui est en train de se passer? Peut-être qu'il veut instaurer une espèce de d'alternance, etc. De concurrence, quoi. Et au final, non, pas du tout. C'était juste pour piquer une fois peut-être Donnarumma. Et en fait, malheureusement, à part la séance de tir au but à Lens qui nous qualifie en Coupe de France, on n'a quasiment rien vu. En fait, on a vu un gardien qui a les mêmes défauts que Donnarumma, mais qui n'a pas les mêmes points forts, ou en tout cas, qui est moins fort que Donnarumma. Donc, j'avais envie de le mettre en avant, si on peut dire ça comme ça. Mais c'est un peu décevant, quoi. On s'attendait peut-être à ce qu'il aille chercher un gardien qui... Puis cher, quand même. C'est vrai qu'on a parlé de Luis Campos, là-dessus, on comprend pas trop le move. Tu t'attendais vraiment à ce qu'ils viennent concurrencer Donnarumma? À ce moment-là, il faut quand même oublier que Donnarumma, beaucoup le critiquaient à ce moment-là. Donc c'est vrai que quand on va chercher un gardien 20 millions d'euros, après, c'est vrai que c'est quand même un gardien, je crois, qui a 26 ans. Donc si c'était un crack absolu, on l'aurait su avant. Mais à un moment donné, forcément, quand il arrive en bombant le torse, en disant « Ouais, moi, je veux la place de numéro 1, je veux la place de numéro 1. » de la com. Oui, bien sûr que c'est de la com, mais tu as le droit d'attendre des choses de ce gardien-là. Et moi, personnellement, cette saison, j'ai été déçu. Jonathan, quel est ton Casper cette saison? Moi, c'est Lee Kang-in. Parce qu'il est arrivé effectivement avec beaucoup d'espoir la saison dernière, et petit à petit, il a pas mal joué la saison dernière. Début de saison, il a beaucoup joué aussi. On a commencé à le mettre au milieu de terrain, puis en faux neuf, puis sur un côté. Il a même été titulaire contre Manchester City. Et j'ai l'impression que ce match contre City, ça aurait été le tournant de la saison pour le PSG, mais aussi pour lui, où plus le temps passe, plus les joueurs passaient devant lui. T'as Kvaratskhelia, exactement, pour Dembélé. Doué est passé devant lui, Kvaratskhelia est passé devant lui. Maintenant, c'est Mayoulou qui est même passé devant lui. Et là, par exemple, contre Auxerre, Paris était en difficulté, à un partout. Lee Kang-in ne rentre pas une seule seconde, et c'est Mayoulou qui rentre et qui est décisif par ailleurs. Donc Lee Kang-in, pour moi, c'est Casper, et moi je pense que c'est un joueur qui a encore une petite valeur une petite valeur marchande sur le marché des transferts. Je serais pas surpris qu'il soit vendu cet été, parce que je vois pas vraiment son rôle dans ce Paris Saint-Germain, quoi. Franck? Moi j'hésitais entre Lee et Warren Zaïre-Emery, mais je vais plus m'arrêter sur Warren Zaïre-Emery. Donc pourquoi? Parce que lui aussi il a joué en début de saison et malheureusement il a été blessé. Fabien Ruiz lui a pris sa place. L'année dernière il a signé un gros contrat, et je sais pas s'il a forcément la confiance d'Enrique. Il considère en doublure d'Hakimi. Donc j'avoue, pour lui c'est un peu une saison un peu compliquée. Donc malheureusement Casper, je m'attendais à plus de lui de cette saison, mais bon, il a été blessé, c'est les aléas du foot. Donc je le mets en Casper. On va peut-être dire je suis dur, mais voilà. Ouais, je l'avais mis aussi en Casper. Je rejoignais Franck. C'est vrai que sa prolongation qui a tant fait parler, 5e joueur le mieux payé de l'effectif, énorme salaire. Après, avec quand même à sa décharge, je trouve que c'est pas beaucoup de sa faute aussi. Enfin, il a été mis en avant par ses dirigeants. Ça devait être la tête de gondole du nouveau Paris Saint-Germain, l'après-Mbappé. Bon, après, il était très content, bien sûr, d'avoir ce salaire-là, mais on oublie qu'il avait, là, 19 ans, il avait que 18 ans à ce moment-là, il reste très jeune. Mais c'est vrai que cette saison, j'ai pas le souvenir
d'un seul match où il a été impactant, d'une action, d'un... En Ligue des Champions, je sais pas si il fait une bonne entrée, je sais plus contre si City. Contre City. Contre Liverpool aussi, il fait deux bonnes entrées. Mais si ça se résume à deux bonnes entrées. C'est ça. Bon, après, j'espère que l'année prochaine, il va se relever et il reste dans l'effectif. Voilà. Mais on est d'accord qu'on le met pas dans la même catégorie qu'un Lee, on y croit encore et on... Oui, bien sûr. Pour moi, on garde. Bien sûr, évidemment. Okay. Mais s'il y avait une catégorie de déception, moi j'aurais mis Warren, c'est sûr. Ouais. Mais il n'y avait pas. Il y avait pas. Je te le dis quand même. Par contre, il y a une catégorie boulet. Ah Qui peut-être, tu peux rapprocher une déception dans cette catégorie-là. Mais quelle est, la catégorie porte bien son nom, vous connaissez si vous écoutez l'After. Quel est le boulet de cette saison, surtout lequel d'entre vous C'est difficile. Franck, moi, je me lance. Ouais, c'est du mal. Dans une saison comme ça, on prévient tout de suite, attention. Ouais. Là, on fait la fine bouche. C'est vrai. Il n'y a pas très peu de joueurs qui ont été catastrophiques. Moi, je sais pas, peut-être, je dirais Hernandez, parce qu'on a un gros salaire, on attendait beaucoup de lui, international français, champion du monde, et il a du mal à retrouver ses aptitudes physiques. Et il joue quasiment pas. Beraldo lui est passé devant, alors que moi, je pense s'il avait retrouvé ses capacités, ça aurait été un numéro 1 en bataille avec Pacho, et au final, il se retrouve numéro 3. Il a encore une valeur marchande. Je ne sais pas si le Paris Saint-Germain voudra de lui l'année prochaine. S'il y a une opportunité, je ne sais pas, peut-être le vendre. Mais je suis peut-être dur, mais moi, Boulet, malheureusement, Hernandez. Il y a d'autres Lucas dans la salle, toi aussi. Ouais, moi j'ai le même. C'est terrible parce que j'adore ce joueur. J'adorais ce joueur avant qu'il a signé. Mais oui, vous vous rappelez même quand on le voyait en équipe de France, on faisait un joueur comme ça à Paris, avec la grinta. C'est tout ce qui nous manquait. C'était génial. Enfin, c'est génial d'avoir ce type de joueur dans l'effectif. Surtout qu'il peut être en défense centrale, dépanner à gauche. Mais c'est vrai que malheureusement, depuis son deuxième croisé, moi je trouve qu'il a vraiment énormément de mal à revenir. Il est beaucoup moins saignant. Dans les duels, il est souvent dépassé. Bon, après, c'est à tempérer aussi, parce que c'est vrai qu'il a beaucoup démarré, ou en tout cas, il a beaucoup joué en cette fin de saison, mais c'était beaucoup d'équipes B, d'équipes remaniées. Mais par exemple, moi, son match à Strasbourg. Il sort à la mi-temps, je crois. Oui, mais son match à Strasbourg, mais il prend l'eau de toutes parts. Et c'est terrible. Et donc, c'est vrai, comme disait Franck, je ne sais pas ce que l'état-major du PSG voudra faire avec lui, mais c'est vrai que s'il y a une grosse offre sur la table, je ne vois pas comment il pourrait ne pas l'accepter. Parce que c'est vrai que malheureusement, on a l'impression qu'il est dans le creux et qu'il n'arrive pas à... J'adore le joueur, franchement, j'adore le joueur, mais on sent qu'il est dans le creux, clairement. 29 ans, il lui reste 3 ans de contrat. Ouais, c'est immense, c'est énorme. Ouais. Et puis deuxième ou troisième salaire du club, quoi. Ouais. C'est ça le problème. Moi, c'est plutôt Boulet. C'était même pas pour sonner, parce qu'en soi, on l'a pas beaucoup utilisé, parce que il n'a pas joué, il était blessé ou pas bon. Mais c'est surtout Boulet, parce que je sais pas comment est-ce que Paris va pouvoir s'en séparer, parce que salaire immense, 3 ans de contrat, et aujourd'hui, je pense qu'il rentre plus dans les plans de Luis Enrique. Arabie Saoudite. Même, c'est pas non plus des pigeons. Mais après, même lui, derrière, il gagne une tonne à Paris. Je vois pas pourquoi est-ce qu'il irait ailleurs pour gagner moins, quoi. Enfin, honnêtement, moi, je pense que c'est un jeu malheureux. Alors, ça me fait mal parce que pareil, c'était un de mes joueurs préférés, Lucas Hernandez, à l'époque. J'adore ce joueur à l'Atlético, j'adorais ce joueur, mais c'est malheureusement Boulet à venir, financièrement en tout cas, pour le Paris Saint-Germain, quoi. Bon, je suis assez d'accord, j'ai hésité entre lui et Lee. J'étais parti plus sur Lee Kangin quand même, pour les raisons dont on a déjà parlé. Est-ce qu'il y en a qui ont hésité avec des Kimpembe? Qu'est-ce que vous pensez de ce joueur? Il rentre un peu, je trouve, dans la catégorie. Il n'a pas joué pendant Lucas, 2 ans. Je pense Henry. 3 ou 2 3, puisque en 2022 il va pas à la Coupe du Monde, donc parce qu'il est autant blessé, pour moi. donc ça fait... Non, mais je crois qu'il y a un match ou deux, il revient et avant de repas. Voilà. Ouais, c'est ça. Vous y croyez encore à Kimpembe ou faut tourner? C'est tendon d'Achille. Malheureusement, je pense que c'est terminé. Non, parce que Luis Enrique a essayé quand même. On l'a revu quelques matchs. C'était des faveurs, histoire de en Coupe de France. Non, ça va être très dur. Ça va être très dur pour lui de revenir. Moi, j'y crois plus du tout. Mais c'était un peu trop dur de le mettre dans la catégorie Boulet, parce qu'on l'a pas vu du tout, quoi. Donc ça a été un peu dur. Pour conclure ce podcast, après cette évaluation, on est un peu plus d'une semaine de cette finale face à l'Inter. Et là, je veux juste, parce que je sais aussi, toi qui nous écoutes, l'enthousiasme qui est le tien, l'impatience, on est tous impatients. Je voudrais là chacun votre état d'esprit. Comment vous sentez cette finale? Comment vous vous projetez là, une semaine? Alors, on en a 2 qui seront au stade, c'est ça? Exactement. Nico, Jonathan au stade. Absolument. Aussi. Oui. Alors Franck, déjà, comment tu vas vivre ce match? Non, parce que c'est important. On est sur un match. Là, c'est pas le match. Toi, c'est le match le plus important. C'est en mode concentration, ce que tu me disais tout à l'heure. Concentration. Je serai avec ma compagne, ma fille, ma belle-sœur, un pote à moi. Je reste chez moi, focus sur le match. J'y pense depuis la finale.
C'est le Paris Saint-Germain, quoi. Ils sont capables du meilleur comme du pire, mais voilà, je reste stressé. J'espère de tout cœur qu'ils vont gagner, franchement, parce que c'est le club que j'aime, quoi. Donc, Jonathan, à Munich, donc toi Oui, effectivement. Confiante et comment tu le sens? Alors moi, je suis un éternel pessimiste, donc il faut savoir. Donc ça c'est vraiment une signature de le. Voilà, il connaît son club, malheureusement. Bah oui, c'est pour ça. Donc en soi, moi, je me dis, écoute, déjà, c'est extraordinaire ce que le Paris Saint-Germain vit. C'est une saison incroyable, donc voilà. Donc je vais dire, j'y serai. De toute façon, je serai très stressé, bien sûr, comme tout le monde. Et donc voilà. Mais bon. En tout cas, tu peux difficilement être dans des meilleures conditions que là actuellement. Avec un effectif au complet, des joueurs qui semblent être en forme, des résultats positifs, un parcours incroyable, de l'expérience de cette saison justement où tu as eu des hauts comme des bas. T'es dans les meilleures conditions. Et la finale contre Reims, Coupe de France pour te chauffer. Oui, c'est ça. Petit match d'entraînement. Nico. Moi, j'ai excessivement hâte d'y être. Et je suis. Ces derniers jours, je ne sais pas pourquoi, je suis plutôt confiant. Ouais. Je crois au signe, je crois à Munich, je crois au fait que Tottenham a enfin remporté un trophée. Ah oui, d'accord. Ouais, okay. Vraiment, je pense que c'est cette année. J'ai l'impression que Munich, c'est ça. Oui, après l'OM, au même endroit. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais, je crois au signe. Et puis, c'est là où tu as perdu ta finale de Ligue des Champions contre Munich. Donc, tu vois, ça serait aussi une revanche. Il y a plein de signes comme ça. Et c'est pour ça, plus il y a de signes comme ça, plus ça me fait peur. Donc, merci les gars, en tout cas, d'être venus partager votre confiance, votre pessimisme. Vos signes. Jonathan Bensadoun, Canal Supporter. Exactement. Cartonné, merci d'avoir été là. Merci, ça a été Franck, à très vite. À très vite, merci bravo Thibaut. Pour la petite. Merci. Et Nico, bravo pour tout ce que tu fais merci dans ce bâtiment. Merci. Merci à vous d'être là, fidèles. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait, de mettre un petit pouce si c'est sur YouTube, ou tout simplement de continuer à regarder l'After Foot TV. On revient la semaine prochaine. Merci tout le monde. Ciao. RMC After Paris.